Ok, on va commencer. Alors, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Euh, ok, donc normalement, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que juste vous pouvez me dire que tout fonctionne bien ou pas? Oui, tout le monde Oui, écoute. Très bien, on peut commencer alors. Parfait. Donc, je suis en train d'essayer d'enregistrer. Malheureusement, on a eu un petit souci technique et on peut inclure uniquement 100 participants. Je pense qu'on s'est trompé de licence, mais on va se rattraper les prochaines fois, promis. De toute façon, on va enregistrer et distribuer à vos collègues par la suite. Alors, pour commencer, je dois vous dire que vous nous manquez beaucoup. Dans nos services, on a pris l'habitude un petit peu de vous voir et de vous faire des cours, etc. Donc, on s'est habitué à vous. Vous nous manquez. Ce Covid, il a des points positifs, mais l'un des points négatifs, c'est qu'on a moins d'étudiants dans nos services. Alors, normalement, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est de vous faire un cours sur le rhumatisme articulaire aigu et sur le risque cardiovasculaire. En fait, on ne peut pas commencer, reprendre les cours sans vous faire un cours sur le Covid-19, sur la maladie Covid-19. Donc, j'ai choisi de vous faire 3 mises au point. Une petite mise au point sur la maladie Covid-19 pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Je sais que beaucoup d'entre vous se documentent, beaucoup d'entre vous participent à des webinaires, etc. Et ça serait bien d'en parler et que vous soyez un petit peu à jour sur cette maladie. Et puis, on fera bien sûr les deux autres mises au point. Donc, le déroulement de la visioconférence, donc vous êtes en train de voir mon écran, on est en train d'enregistrer. Il y a 3 cours. Je vais vous demander de ne rien envoyer pour l'instant et d'envoyer vos questions, de les écrire au fur et à mesure pour chaque mise au point. Et j'essaierai de répondre à la fin de chaque mise au point sur 3 ou 4 questions qui me paraissent les plus intéressantes. OK? Allez, on y va. Donc, première mise au point, c'est sur cette maladie, cette pandémie. Le virus, il s'appelle le virus SARS-CoV-2. Vous allez voir pourquoi on l'appelle SARS-CoV-2. Alors, actuellement, ça, c'est les chiffres d'hier, je pense, ou d'avant-hier. Oui, c'est les chiffres d'hier. C'est 4 millions de patients infectés dans le monde, 274 000 décès, malheureusement, avec un taux de mortalité qui est aux alentours de 7%. En Algérie, on allait dépasser les 5 000 cas, 488 décès, près de 500 décès. Alors, beaucoup, coupez les caméras, s'il vous plaît, je suis en train de voir certaines caméras. Alors, en fait, beaucoup minimisent cette pandémie ou ce virus en disant oui, au Maghreb, on n'a pas beaucoup de cas. En Afrique, on n'a pas beaucoup de cas. C'est une grippe. Regardez juste ce chiffre-là qui va vous donner. Je vais changer de pointeur. Que je puisse travailler convenablement. Parfait. Alors, regardez. Ça, c'est les chiffres de mortalité du mois dernier, du mois d'avril, au niveau du monde entier. Et regardez, première cause de mortalité dans le monde, maladie Covid-19. Juste avant les maladies cardiovasculaires, le cancer et les autres pathologies. Donc, c'est en train de prendre quand même une grande partie de notre activité et il est important de se documenter sur cette pathologie.
qui est une pathologie, vous allez le voir, qui va toucher plusieurs vaisseaux, plusieurs organes, et donc il est très important de se documenter dessus. Alors. Donc, ce virus, c'est le suivant, c'est le SARS-CoV-2. Alors, pourquoi on l'appelle coronavirus? Parce qu'il a un aspect de couronne. Et en fait, il y a des centaines, voire des milliers de coronavirus. Ils existent depuis bien longtemps. La majorité d'entre eux sont portés par des animaux, mais il y a certains d'entre eux qui sont transmis à l'homme. Et ceux qu'on connaît, on connaît depuis longtemps, il y a certains alpha-coronavirus, mais il y a aussi des bêta-coronavirus qui sont présents qui sont connus, qui donnent quelques signes de grippe. Alors, depuis le début des années 2000, le premier bêta-coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV, qui s'appelait à l'époque le SARS-CoV, on peut maintenant l'appeler SARS-CoV-1, il est apparu en 2003. Et puis le MERS-CoV en 2012 et maintenant le SARS-CoV-2. Donc, vous voyez que la famille des coronavirus est nombreuse et elle est essentiellement divisée en deux, les bêta-coronavirus et les alpha-coronavirus. Alors, ce SARS-CoV apparu en 2003, il avait une mortalité à peu près 10% de mortalité. Donc, il tuait plus de patients que le SARS-CoV-2 qui, je vous rappelle, actuellement, on est aux alentours de 7% de mortalité. Ce premier cas, s'il vous plaît, coupez vos micros. Le premier cas en 2003 est apparu en Chine, à Fushan, et il a entraîné 8600 cas dans le monde, 80 pays touchés. Vous voyez que ce virus est moins contagieux que le SARS-CoV-2. Après 2012, apparition d'un deuxième bêta-coronavirus qui est le MERS-CoV, qui est apparu au Moyen-Orient et qui, lui, est transmis par le dromadaire et qui occasionne une mortalité assez importante. Regardez, 33% de mortalité. Mais à peine 2300 cas dans le monde, essentiellement au Moyen-Orient. Et puis, vous connaissez tous maintenant l'épidémie au SARS-CoV-2. Ce virus apparu en Chine à Yuan, dans un marché de bestiaux, ou en tous les cas, le point de départ a été le marché de bestiaux, tout simplement parce que c'est un virus qui est porté par la chouette, oh là là, j'oublie le nom de cet animal, la chauve-souris, voilà. La chauve-souris qui l'a transmis au pangolin, qui est un animal qui consomme surtout les fourmis, on ne sait pas comment il a été transmis au pangolin, et qui serait transmis à l'homme. Il faut savoir que les Chinois consomment cet animal, ce pangolin. Donc, l'épidémie a débuté à partir de Chine et la ville de Wuhan. Voici ce virus, ce coronavirus. Alors, comment il rentre dans les cellules? Il rentre à travers, il a des spikes, des protéines S spike, qui vont s'accrocher à des récepteurs cellulaires ACO2. Je vais en parler tout à l'heure de ces récepteurs. Une fois qu'ils s'accrochent, il y aura une endocytose et il y aura une pénétration à l'intérieur de la cellule. Alors, pour mieux comprendre, ce récepteur ACE2, c'est le suivant. Alors, l'ACE2, c'est quoi? L'ACE2, c'est enzyme de conversion 2. En fait, nous, les cardiologues, on connaît le système rénine-angiotensine. Et même vous, normalement, vous l'avez fait en deuxième ou en troisième année. Le système rénine-angiotensine, c'est quoi? Il y a l'angiotensinogène qui est transformé grâce à la rénine en angiotensine 1. Et puis l'enzyme de conversion ACE1, nous on ne connaissait pas la CO2, en tous les cas on avait omis cette partie du système rénine-angiotensine. L'enzyme de conversion présent essentiellement dans le poumon va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2.
Et l'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur, un puissant agent qui va entraîner vasoconstriction, et il est la cause de l'hypertension artérielle, et vous allez voir ça dans vos cours d'hypertension artérielle. Et en fait, grâce à ce virus, nous, cardiologues, on a compris qu'en fait, il y a l'ACE2. Nos amis infectiologues connaissent cette enzyme, l'ACE2, depuis très longtemps, depuis au moins début des années 2000. Et donc, cette ACE2, cette enzyme de conversion 2, va transformer l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Vous voyez ici. L'angiotensine 1,7 qui a des effets totalement contraires à l'angiotensine 2. Il a des effets antioxydants, alors que l'angiotensine 2 a un effet pro-oxydant. Il a un effet anti-inflammatoire, alors que l'angiotensine 2 a un effet pro-inflammatoire. L'angiotensine 2, puissant vasoconstricteur, l'angiotensine 1,7 va être un vasodilatateur. L'angiotensine 2 a un effet profibrosant. L'angiotensine 1,7 a un effet antifibrosant. Et donc, il y a cet équilibre dans le système rénine-angiotensine qui est maintenu entre l'enzyme de conversion, s'il vous plaît, coupez les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coupez les micros. Je ne peux pas couper tous les micros. S'il vous plaît, coupez les micros. C'est vraiment très pénible de faire le cours en vous écoutant. Alors, donc, je disais qu'il y avait... S'il vous plaît, coupez les micros. Alors, donc je disais qu'il pénètre au niveau de l'organisme avec ce récepteur, la CE2. Et il va donc entraîner un certain nombre de manifestations cliniques. Alors, regardez, je vous ai mis un petit peu tous les virus qui existent, ou en tous les cas les plus connus, avec une courbe ici de létalité et une courbe ici de contagiosité. Vous voyez par exemple que le MERS de 2012 a une mortalité de 33%. Le SARS-CoV a une mortalité qui est maintenant devenue ici, c'est une vieille plaque, aux alentours de 7%. Mais son problème, c'est un problème de contagiosité. C'est un virus qui est très contagieux. Notamment dans certaines contrées, on voit qu'en Afrique, au Maghreb, il a perdu de sa contagiosité. Il y a plusieurs explications qu'on est en train éventuellement d'évoquer. Regardez, en 2003, premier cas apparu en Chine, le 16 novembre. Il a fallu attendre 3 mois avant que les autorités chinoises signalent l'épidémie à l'OMS. Alors qu'avec le SARS-CoV-2, à peine 23 jours, tellement le nombre de cas a augmenté, c'est dire que c'est un virus sans problème, c'est surtout un problème de contagiosité. Et donc, tout a débuté ici, à Wuhan, dans la province d'Hubei, avant que ce virus n'atteigne pratiquement le monde entier, et notamment l'Algérie. Alors, la transmission, elle se fait comment? Il y a une période d'incubation. Durant cette période d'incubation de 4 à 5 jours, les patients sont contagieux. Certains disent 24 heures avant, mais il faut savoir que 24, 48, voire 72 heures avant l'apparition des symptômes, les patients commencent déjà à être contagieux. La contagion se fait comment? Elle se fait essentiellement par les gouttelettes via le nez et la bouche. Il est aussi présent dans les selles, mais il n'y a pas de possibilité de contagion par ce biais. Alors, les signes cliniques, c'est comme un petit peu tous les virus, il va donner plusieurs signes cliniques. Le signe le plus fréquemment rencontré, c'est la fièvre, 88%. Une toux, présente dans plus de 60%, fatigue. La fièvre peut être donc absente, la toux peut être absente chez certains patients. Il y a les signes digestifs qui peuvent être au premier plan. Les myalgies, là aussi. Donc, c'est une symptomatologie un petit peu polymorphe. Sans oublier qu'il y a un certain nombre de patients qui restent totalement asymptomatiques. On a eu des cas
notamment d'infirmiers infectés qui étaient totalement asymptomatiques et que nous avons détectés grâce à la recherche de patients contacts. Globalement, la maladie évolue donc en deux phases. La phase 1, où il y a les symptômes qui sont totalement aspécifiques, toux, fièvre, myalgie, signes digestifs. Et puis, il y a une deuxième phase où il y a les signes pulmonaires qui sont en premier plan, les patients sont très dyspnéiques. Et durant cette phase, chez certains patients, à peu près entre 10 et 15% des patients, ils vont développer une forme grave de la maladie, avec un déclenchement d'une immunité importante, une dysrégulation du système inflammatoire, du système immunitaire, entraînant une hyperinflammation et entraînant ce qu'on appelle, nous, l'orage cytokinique ou un orage immunologique qui va entraîner un syndrome inflammatoire important. Les facteurs biologiques de la forme grave sont une hyperleucocytose, alors que normalement on retrouve une leucopénie, donc qui signerait peut-être une surinfection, une lymphopénie profonde, la procalcitonine, qui est un élément qui est retrouvé dans les infections bactériennes et qui signerait une surinfection, l'hypoalbuminémie, l'atteinte hépatique, l'augmentation des dédimères et l'augmentation des dédimères et apparition d'enzymes cardiaques. OK. Alors, donc, le reste de l'examen à faire, la radio du thorax. La radio du thorax, il faut savoir qu'elle est très peu spécifique et très peu sensible. Il est très difficile de voir les images. Et l'examen clé dans le diagnostic est la TDM thoracique, qui va nous permettre, qui est positif assez rapidement, qui va se positiver dès le 3e jour. Et donc, on aura des signes radiologiques de pneumopathie virale spécifique. Et donc, il y a une sensibilité qui est très élevée. La confirmation diagnostique, par contre, alors le type de scanner, c'est des scanners qui sont faible dose, non injectés, donc il y a une faible dose de rayonnement, une rapidité d'acquisition. Par contre, les scanners injectés vont être faits chez les patients qui s'aggravent ou chez des patients qui ont des signes d'embolie pulmonaire. On a remarqué que dans cette maladie, il y a un problème de coagulation dans les formes graves et les patients qui s'aggravent rapidement, il ne faut pas hésiter à leur refaire des scanners thoraciques en injectant afin d'individualiser les embolies pulmonaires. Je passe sur les signes radiologiques juste pour dire il ne faut pas oublier qu'il y a un grand nombre de patients asymptomatiques. Je vous ai mis ici, c'est une série de patients qui ont eu un PET scan. C'est des patients qui étaient programmés depuis longtemps pour des recherches de tumeurs ou bien pour étudier les extensions tumorales ou bien pour évaluer des patients néoplasiques, donc des rendez-vous bien avant pris, bien avant l'apparition du Covid. Au moment de leur rendez-vous, au moment du PET scan, on retrouve des lésions alors qu'ils étaient totalement asymptomatiques. Alors, la confirmation diagnostique, et là c'est important, la confirmation diagnostique, c'est qu'il faut individualiser le germe, qu'il soit bactérie ou virus. Et ici, le seul moyen d'individualiser le germe, c'est avec la PCR. Vous regardez cette longue tige qu'on va introduire au niveau du nez pour faire des prélèvements au niveau du nasopharynx et l'envoyer au laboratoire pour faire une PCR quantitative et constituer, diagnostiquer l'ARN du génome, et c'est le seul moyen de confirmer le diagnostic. Le reste des moyens, c'est des moyens indirects qui vont nous, tels que le scanner, les sérologies et la clinique sont des moyens indirects. Mais le seul moyen de confirmation diagnostique, c'est cette fameuse PCR. Alors, les formes cliniques, j'en ai parlé,
plusieurs formes, la forme légère ou non compliquée, où on n'a pratiquement pas de signes, les formes modérées avec pneumonie non sévère, et puis les formes sévères et les formes critiques qui, eux, nous inquiètent. Alors, qui sont les patients qui vont développer ou qui sont à risque de développer cette forme grave? Bien sûr, ce sont les sujets âgés, ce sont les patients qui sont porteurs de cardiopathie, et donc vous, vous êtes externe en cardiologie. Il faut savoir que nos patients en cardiologie sont à risque de développer les formes graves. Les insuffisants respiratoires aigus, les insuffisants respiratoires chroniques, les patients qui souffrent de cancer et qui sont sous traitement de chimiothérapie, donc ils sont immunodéprimés, les patients obèses, là on a remarqué, les diabétiques au stade de complication et certaines publications des sujets de race noire, mais de race noire qui vivent dans des contrées européennes ou américaines. Le point commun entre tous ces patients à risque, c'est surtout leur immunité. C'est des patients, le sujet âgé, il y a le vieillissement du système immunitaire. Les patients atteints de pathologies chroniques ont un système immunitaire qui est altéré. Les obèses, les diabétiques, et donc tous ces patients à risque d'immunité faible vont avoir des risques de développer la forme grave. Alors, pourquoi on a peur? Vous allez me dire, oui, 7% de mortalité, c'est moins que le MERS-CoV, c'est moins que certains virus, c'est moins que certaines pathologies graves. En fait, notre crainte, c'est surtout d'avoir, c'est un virus qui est très contagieux. Vous avez vu la contagiosité, et si 40 millions d'Algériens ont ce virus, vont être infectés parce qu'il est très contagieux, 10% de 40 millions, c'est 4 millions quand même. Et on risque d'avoir 10% de formes graves avec peut-être 7% de mortalité. Donc le but, c'est d'éviter d'avoir trop de personnes contaminées pour un petit peu éviter que notre système de santé soit dépassé par le nombre de formes graves. Il faut savoir que les formes graves nécessitent souvent une réanimation et le nombre de lits de réanimation sont peu nombreux dans les différents pays. En moyenne, en Europe, c'est 12 à 15 lits de réanimation pour 100 000 habitants. Nous, c'est moins. On a 1 à 2 lits pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez que le but, c'est d'éviter la contagion. Et c'est pour ça qu'il y a ces mesures barrières. C'est pour ça que nous faisons le cours maintenant via visioconférence, tout simplement pour limiter la contagion et limiter le nombre de cas graves. Alors, juste quelques plaques pour vous dire que nous, en cardiologie, on est très touchés parce que la dyspnée, vous allez le voir, c'est un signe fonctionnel assez fréquent en cardiologie. Donc, on a beaucoup de patients qui consultent pour dyspnée directement chez nous. Les enzymes cardiaques peuvent être élevées et donc on est concerné en cardiologie. Les douleurs thoraciques aussi, c'est un signe fréquemment constaté chez ces patients puisque la toux va entraîner, une toux récurrente peut entraîner des douleurs thoraciques pariétales et les patients parfois consultent pour cette douleur et non pas pour la toux. Et enfin, les thérapeutiques vont entraîner certaines perturbations, certaines contre-indications sur l'électrocardiogramme. Et donc, on peut, le cardiologue et même l'externe, l'interne, doit dominer l'électrocardiogramme pour pouvoir essayer de diagnostiquer les effets secondaires de ces traitements. Donc, en résumé, il y aura un avant et un après Covid, ça c'est clair. On est tous impliqués, le cardiologue, mais toutes les spécialités sont impliquées car c'est une maladie multiviscérale qui touche plusieurs organes. Et donc, vous, en tant qu'externe, vous devez vous documenter. À chaque fois, il y a des nouveautés chaque jour. Il y a 1600 à 2000 publications par semaine. N'hésitez pas à assister il y a plein de webinars qui se font. N'hésitez pas à assister, d'autant plus que vous avez beaucoup de temps et vous documentez là-dessus.
Donc, j'ai fini la première partie du cours sur le Covid et la cardiologie, si on veut, en tous les cas plus général, pour avoir des informations générales. Et on va prendre quelques questions. Alors, je vais me remettre sur l'appli. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Il y a des gens qui disent qu'ils doivent être acceptés s'ils sont en attente SVP. OK. J'arrête le partage de mon écran et je vais les admettre. OK, ils sont admis. On a tout admis, tout admettre. Tout le monde est admis maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Vous pouvez, sur le module converser. Il n'y a pas de questions sur le Covid, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à la deuxième présentation. Coupez vos écrans, s'il vous plaît. Je ne peux pas couper, moi je... Attendez. S'il vous plaît, coupez vos écrans, on vous entend parler. Alors en bas, il n'y a pas de... je peux pas couper les écrans de tout le monde. Je vais supprimer ceux qui ont des micros ouverts. Parce que sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Couper le son des participants lors de leur arrivée. OK. Tous les nouveaux micros, c'est bon. OK. On va passer à la deuxième présentation. Et là, je vais vous parler de la prévention cardiovasculaire. La prévention cardiovasculaire, je vais mettre juste en mode plein écran. Alors, un facteur de risque, les définitions, c'est quoi un facteur de risque? C'est quoi un facteur de risque de cardiologie? Ce n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire. Alors, un facteur de risque cardiovasculaire, c'est un facteur ou une caractéristique mesurable qui indique une probabilité de développer une maladie. Le risque cardiovasculaire, c'est le risque de survenue de pathologies cardiaques ou notamment cérébrales d'origine athérothrombotique. Alors, la prévention. Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire la prévention primaire? La prévention primaire va vous dire tout simplement que c'est le moyen d'éviter l'apparition de la maladie cardiovasculaire. Et donc, nos patients, il faut qu'on puisse évaluer leur risque avant le risque, c'est la nécessité d'évaluer le risque cardiovasculaire global avant l'apparition de la maladie. Je m'explique. Vous avez un patient qui vient vous voir pour une hypertension artérielle ou pour autre chose, pour douleur abdominale. Vous devez profiter de son passage pour évaluer son risque cardiovasculaire. Et nous avons les moyens de le faire, vous allez le voir. Par contre, la prévention secondaire, ce sont malheureusement des patients qui ont eu une pathologie cardiovasculaire et chez lesquels vous allez essayer d'éviter que cette dernière
ne s'aggrave par une récidive. Donc, vous allez essayer d'éviter ou d'améliorer le pronostic de vos patients en essayant d'éviter une récidive de cette maladie cardiovasculaire. Donc, cette notion de prévention primaire et prévention secondaire est très importante pour vous à connaître. Alors, qui sont ces facteurs de risque? Ces facteurs de risque cardiovasculaires sont le tabac, l'hérédité, LDL cholestérol, HDL bas, le diabète et une hypertension artérielle. Alors, le tabac, il y a deux types de tabagisme. Il y a le tabagisme actif et le tabagisme passif. Si vous êtes dans un milieu, si vous avez un papa ou un frère ou une sœur, et là on va en parler parce que le tabac malheureusement est devenu un fléau et beaucoup de la gente féminine, malheureusement, il y a un nombre important de femmes qui de plus en plus commencent à fumer. Donc si vous êtes dans une ambiance en fumée, ben vous fumez exactement comme la personne qui est en train de fumer une cigarette. Donc, il y a le tabac actif et le tabac passif. L'hérédité coronaire, qu'est-ce que ça veut dire une hérédité cardiovasculaire? Ben, c'est une hérédité précoce, c'est les ascendants, un des parents, le papa ayant eu un événement cardiovasculaire inférieur à 55 ans, la maman inférieure à 65 ans. Donc, si vous avez le papa ou la maman qui ont fait des événements dits précoces, chez la femme inférieure à 65 ans et chez l'homme inférieur de 55 ans, ben vous avez un surrisque de développer une maladie cardiovasculaire. Le LDL cholestérol, et là aussi, il y a des chiffres. Si votre LDL, à la base, il est supérieur à 1,6 g par litre, ben vous êtes à risque de développer une maladie cardiovasculaire. Le diabète, évidemment, et l'hypertension artérielle est définie par des chiffres de tension supérieurs à 140 par 90. Alors, tous les éléments que je viens citer sont dits facteurs de risque modifiables. C'est-à-dire, ce sont des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Par contre, il y a des facteurs de risque non modifiables. Exemple, un homme de plus de 50 ans, il a plus de risque de développer des événements cardiovasculaires qu'un homme jeune. Une femme de plus de 60 ans, une femme ménopausée. L'hérédité familiale est un élément qui est non modifiable. Vous ne pouvez pas changer vos gènes. Donc, il y a deux types de facteurs de risque. Les facteurs de risque dits modifiables, des facteurs de risque non modifiables. Alors, il y a une approche, comment vous allez approcher vos patients lors du risque cardiovasculaire. Bon, vous allez les approcher soit en approchant le risque en faisant un interrogatoire un à un. Vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, en sachant que ces facteurs de risque-là ne s'additionnent pas. Quand vous êtes diabétique et hypertendu, ça ne veut pas dire que vous avez 2 fois plus de risques. Bien au contraire, vous avez 9 fois plus de risques d'avoir une maladie cardiovasculaire. Si vous fumez et vous avez du LDL cholestérol, ben vous avez 16 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Donc, il faut plutôt avoir une approche plus globale de vos patients. Je m'explique. Les patients qui viennent vous voir ou qui viennent voir un diabétologue parce qu'il est uniquement diabétique, ben, il ne faut pas qu'il s'intéresse uniquement à son diabète. Il ne faut pas qu'il s'intéresse uniquement aux chiffres glycémiques et à l'hémoglobine glyquée, mais il faut qu'il s'intéresse à son LDL cholestérol, à ses chiffres de tension, à son tour de taille, à son hérédité coronaire, etc., pour avoir une approche beaucoup plus globale des patients. Et apprenez à le faire, quelle que soit la spécialité. Vous n'avez pas affaire à une hypertension artérielle, à une maladie cardiaque uniquement, mais vous avez affaire à un patient. Et chaque patient ne ressemble pas à un autre. Alors, vous pouvez aussi calculer le risque cardiovasculaire de vos patients. Vous pouvez même calculer votre risque cardiovasculaire à vous. Il y a le score que vous pouvez trouver, le risque score, l'évaluation du risque score que vous pouvez trouver sur Internet, et vous allez calculer votre propre risque.
en fonction de vos caractères, hommes, femmes, fumeurs, non-fumeurs, vos chiffres tensionnels et votre taux de cholestérol. Et vous allez être soit dans le vert, moins de 1%, qui a très faible risque, aux alentours de 1%, dans le jaune 2%, dans l'orange 3 à 4%, dans le rouge clair 5 à 9%, dans le rouge un peu plus foncé, et au-delà de 15%, en fait, au-delà de 10%, vous êtes déjà à très haut risque. Alors, qui sont les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire en dehors de ce risque score ou des éléments que je viens de citer? Il faut savoir que des patients sont dits déjà d'emblée à très haut risque cardiovasculaire si ils ont des antécédents d'événements cardiovasculaires, maladie coronaire, revascularisé, encore stable, patients stentés, patients pontés, tous ces patients qui ont des maladies cardiaques ou vasculaires, c'est-à-dire un AVC, une artériopathie des membres inférieurs, ben, tous ces patients sont des patients à haut risque cardiovasculaire. Les diabétiques sont à haut risque cardiovasculaire, surtout s'ils ont des atteintes d'un organe cible ou s'ils sont diabétiques de plus de 10 ans, et s'ils sont diabétiques associés à deux autres facteurs de risque. Si vous êtes diabétique et hypertendu et vous êtes âgé de plus de 50 ans, ben vous êtes à très haut risque cardiovasculaire. Et bien sûr, tous les patients chez lesquels vous allez calculer le risque cardiovasculaire à plus de 10%. Tous ces patients sont à très haut risque et donc vous devez être très à cheval sur leur chiffre de tension, sur leur taux de cholestérol, leur taux d'hémoglobine glyquée et vous avez, si vous n'atteignez pas les cibles, vous êtes obligé de vous aider de traitement. Alors, je vous ai montré tout à l'heure une plaque qui parlait du mois d'avril. Avant le mois d'avril, la première cause de mortalité dans le monde, c'était les maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires, on peut les prévenir. Donc, si on fait tous correctement notre travail, on peut réduire éventuellement le taux de mortalité de ces pathologies. Dans notre pays aussi, et surtout dans notre pays, il faut savoir que dans les pays européens et américains, les maladies cardiovasculaires sont devenues la deuxième cause de mortalité, après les cancers. Chez nous, dans les pays comme chez nous, l'Égypte, le Maghreb, l'Inde, les maladies cardiovasculaires sont au premier plan. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons changé notre mode de vie. L'Algérien était essentiellement, on vivait en ruralité, on travaillait la terre, donc c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. L'Algérien est devenu très sédentaire. Pour acheter une baguette de pain, ben, il faut prendre la voiture. La culture du sport n'est pas imprégnée du tout dans notre société. Et donc, nous voyons un profil type de jeunes avec du ventre, un peu obèse, qui font des diabètes. Le taux de diabète est très, très élevé par rapport en Europe. Nous avons un pourcentage de diabétiques effarant. Le taux d'hypertendu, on a plus de 40% selon les derniers chiffres de la population générale d'hypertension, alors qu'il n'excède pas les 20% en Europe ou en Chine. En Chine, c'est 23%. Donc, vous voyez que nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie nous exposent à ces maladies cardiovasculaires redoutables. Quelques chiffres, 17 millions de morts dans le monde, 31% de la mortalité mondiale est causée par les maladies cardiovasculaires. En 2028, 23 millions, on attend 23 millions de décès par an de maladies cardiovasculaires. Et dans ces 23 millions, malheureusement, il y aura beaucoup de Maghrébins, beaucoup, entre guillemets, de patients de pays en voie de développement, tout simplement du fait de modes de vie qui sont malheureusement inadaptés actuellement.
Ça aussi, c'est pour vous donner les chiffres de décès dans le monde. Alors, quelles sont ces maladies cardiovasculaires? Ok, je vous ai parlé maladies cardiovasculaires, mais qui sont-elles? Regardez ici, la première pourvoyeuse de mortalité, c'est la maladie coronaire. Vous voyez ici, ça c'est le cœur d'un jeune homme d'à peine 24 ans qui fumait, qui a malheureusement dû développer une athérothrombose. Il a bouché son artère, son IVA, et il est décédé. Et ça, c'est juste après l'autopsie, on a pu diagnostiquer, faire ce diagnostic-là. Et regardez la problématique de cette maladie coronaire, c'est une fenêtre thérapeutique très courte. On a à peine 6 heures pour agir, pour donner les traitements. Il faut savoir que déjà dans les 2 premières heures, un patient sur 4 décède brutalement d'une anomalie rythmique. Les autres pathologies cardiovasculaires, il y a le cerveau. Et là aussi, c'est exactement le même phénomène physiopathologique qui est l'athérothrombose, qui va entraîner l'occlusion d'une artère cérébrale et il va entraîner un AVC. Les autres, tout l'arbre vasculaire peut être touché, et notamment l'artériopathie des membres inférieurs, mais aussi les artères rénales, les artères mésentériques, et vous avez certainement dû entendre de l'infarctus mésentérique qui est redoutable, gravissime. Les patients bouchent leurs artères qui irriguent leurs intestins et il y aura une nécrose intestinale et malheureusement décès des patients. Donc tout l'arbre artériel peut être touché par ces maladies. Alors, je vous ai montré tout à l'heure les facteurs de risque, modifiables, non modifiables, et on peut agir sur chaque facteur de risque. L'obésité abdominale, la sédentarité, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension et le tabagisme, on doit tous être mobilisés pour diminuer ces maladies cardiovasculaires. Alors, je vous ai donné des chiffres mondiaux, je vais vous donner quelques chiffres algériens. Ici, c'est un registre que nous avons réalisé avec la Société algérienne de cardiologie, le registre STAMI. Un registre multicentrique où tous les centres cardiologiques publics et privés, on a inclus 2 centres privés, mais tous les centres publics ont participé à ce registre. Et nous avons voulu voir, en fait, les patients qui faisaient un infarctus, entre guillemets anciennement appelé, c'est le syndrome coronaire aigu ST+, sur une période de 2 mois. C'est essayer de voir une photographie de ces patients. Et en fait, lorsque on voit qui sont les patients qui, durant ces 2 mois, ont fait un syndrome coronaire aigu ST+, regardez, un patient sur 2 fume, 40% sont hypertendus et beaucoup d'entre eux ne se savaient pas hypertendus. 35% de diabétiques et beaucoup d'entre eux ne se savaient pas diabétiques. Et au final, l'hérédité non modifiable, facteur de risque non modifiable, n'est présent que dans 10% des cas. Donc, vous voyez que la majorité des facteurs de risque présents sont des facteurs de risque tout à fait modifiables et tout à fait maîtrisables. Alors, peut-on éviter ces événements? Oui, 80% des événements cardiovasculaires sont évitables juste par des actions où nous devons tous être mobilisés. Nous avons réalisé l'année dernière avec la Société algérienne de cardiologie des événements de sensibilisation. Vous êtes les bienvenus si vous voulez participer après, bien sûr, cette pandémie Covid. Donc, vous êtes les bienvenus pour faire avec nous la sensibilisation auprès de nos patients, mais vous devez déjà le faire auprès de vos parents, auprès de vos voisins, auprès de vos collègues. Les collègues qui fument, vous les désignez du doigt et ils ne doivent plus fumer. C'est plus à la mode de fumer. Je parle aux filles, aux garçons. À la mode maintenant, c'est d'avoir une silhouette fine et de faire du sport. Voilà, j'ai fini ma deuxième présentation. Je vais voir si vous avez des questions ou pas avant d'entamer la deuxième. Alors, pourquoi? Question assez intéressante. Pourquoi le diabète, vous dites que le diabète est un facteur modifiable? Alors déjà, dans le diabète, il y a prédiabète et il y a diabète. On a beaucoup de patients qui sont dans la fourchette du prédiabète et on peut les détecter.
avec les taux d'hémoglobine glyquée et des chiffres de glycémie entre 1 et 26. Donc déjà, on peut agir sur ça. Et même chez les patients diabétiques, le diabète, ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Si nos patients ont des taux d'hémoglobine glyquée inférieurs à 6, entre 5,5 et 6, ben c'est comme s'il était normal. C'est pour ça qu'on parle de modifiable. Le diabète dont je vous parle, c'est les diabétiques déséquilibrés. Un diabétique équilibré, avec ses traitements, ben, il a une évolution qui pourrait tout à fait, et on le voit, on voit pratiquement plus de diabétiques aveugles. Alors qu'il y a une dizaine d'années, on les voyait beaucoup, tout simplement parce qu'on ne maîtrise plus, mais il faut les diagnostiquer, on maîtrise plus cette maladie, on a plus de traitements qui nous aident à maîtriser cette maladie. Vous allez faire endocrino et vous allez voir qu'il y a encore de nouveaux traitements qui non seulement régularisent le taux de glycémie et le taux d'hémoglobine glyquée, mais améliorent aussi le pronostic cardiovasculaire. Donc le diabète, ce n'est plus une maladie, mais c'est un facteur de risque sur lequel il faut agir. L'hypertension aussi, c'est un facteur de risque qui est, vous pouvez dire non modifiable, mais il est modifiable parce que tout simplement, on peut agir et on peut l'éviter en cas de prise en charge précoce, notamment en agissant sur l'obésité, sur le sport et sur une alimentation correcte. Alors, je n'ai pas d'autres questions, donc on peut passer à la troisième. On a encore un peu de temps, on peut passer à la troisième présentation. OK. Alors, troisième présentation, rhumatisme articulaire aigu. Alors, rhumatisme articulaire aigu, c'est une vieille maladie qui touche surtout l'enfant. On continue à enseigner en cardiologie parce que tout simplement, elle est pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires, mais je pense que c'est un cours que vous allez faire en pédiatrie. Peut-être que dans les changements de l'année prochaine, c'est un cours qui va peut-être probablement disparaître du module de cardiologie. Toujours est-il, il existe maintenant, donc on va en parler rapidement du rhumatisme articulaire aigu. Alors, c'est quoi le rhumatisme articulaire aigu? Il faut savoir que c'est la cardiopathie la plus fréquente chez l'enfant et l'adulte jeune dans le monde. Elle est encore très présente dans les contrées comme l'Inde, comme les parties défavorisées d'Asie, en Chine notamment, au Pakistan. Donc, dans le monde, c'est la cardiopathie la plus fréquente. Il reste donc un problème de santé publique mondiale puisque 16 millions de personnes sont actuellement affectées de cette maladie. Je vous ai mis ici, et ça c'est une carte très intéressante, du rhumatisme articulaire aigu avec la prévalence de cette maladie chez les patients de 5 à 14 ans par 1000 enfants. Donc, regardez tout ce qui est en orange, c'est de 0 à 3 par 1000 enfants. De 0 à 8, ici en vert, il devrait être en jaune, hein, de 1 à 8 aussi. Et en fait, en orange, en violet, c'est les enfants, c'est là où il y a le plus de prévalence de rhumatisme articulaire aigu. Il faut savoir que nous, on avait la même prévalence qu'en Inde maintenant, une prévalence très élevée. Heureusement que nos aînés, notamment les pédiatres, ont beaucoup travaillé avec des plans rhumatisme articulaire aigu, développement de l'antibiothérapie qui à un certain moment est devenu quasi systématique, toute angine d'un enfant de plus de 5 ans, et ceci a énormément aidé, coupez vos micros s'il vous plaît, ceci a énormément aidé au développement, à la réduction de l'incidence de cette maladie. Alors, première description du rhumatisme articulaire aigu a été faite par ce jeune homme, Guillaume Bayou, en France, et en Angleterre par Thomas Sydenham, qui ont décrit
Sidenham a décrit la Corée et Guillaume Bayot a décrit des arthralgies ou un rhumatisme articulaire. Et donc, c'est les premiers signes qui ont été décrits. En fait, la relation entre polyarthrite et cardite revient à ce monsieur, Jean-Baptiste Bouillot. D'ailleurs, le rhumatisme articulaire aigu porte son nom, c'est la maladie de Bouillot. Il a, lui, écrit tout ça dans un traité, c'est le traité clinique du rhumatisme articulaire aigu, où il décrit parfaitement tous les signes cliniques du rhumatisme articulaire aigu. Alors, comment on définit le rhumatisme articulaire aigu? En fait, c'est une maladie auto-immune qui est ancienne, qui a des conséquences, qui est une conséquence retardée d'une infection pharyngée par le streptocoque du groupe A, ou bien qui a été insuffisamment traité. Alors, l'être humain est exposé à ce streptocoque. Il peut être présent au niveau de la gorge, de la peau, et une fois exposé, voici ce streptocoque que vous connaissez, hein, vous avez fait votre module de bactériaux qui est assez récent, vous avez la mémoire fraîche. Donc, c'est un coccigramme plus on peut le voir en diplocoque ou en chaînette, de manière la plus typique. Et donc, une fois exposé, l'être humain va développer une réaction immunologique en passant par les lymphocytes B, et donc ils vont libérer des antigènes. Ces antigènes sont dirigés contre les hypotopes de ce streptocoque. Le problème, c'est que ces hypotopes du streptocoque pyogène ont un petit peu les mêmes caractéristiques que certaines épitopes présentes dans certains organes. Et donc, il y aura une maladie, entre guillemets, auto-immune. En tous les cas, il y a ce qu'on appelle une immunité croisée qui va entraîner des signes cliniques au niveau de ces organes-là. Donc, le rhumatisme articulaire aigu va se développer 2 à 3 semaines après le début de l'infection, le temps que le système immunitaire va développer des anticorps importants. Et malheureusement, ces anticorps vont léser les organes qui ont les mêmes épitopes que ce streptocoque. La gravité de l'infection est surtout liée à l'atteinte cardiaque et on va le voir au niveau de la clinique. Donc, l'âge du premier épisode du RRA se situe entre 5 et 17 ans, en moyenne générale à 9 ans. Le début est souvent progressif. Le patient ne vient pas vous voir, ah, j'ai un RRA. En général, 2 à 3 semaines après une angine. Donc, vous voyez, vous avez vu, vous avez compris que ce rhumatisme articulaire aigu est une combinaison de symptômes. D'abord, il y aura des signes généraux. Il y aura réapparition de fièvre qui initialement a disparu avec la disparition de l'angine. Donc, réapparition de fièvre, sans réelle périodicité particulière, une fièvre plutôt anarchique, souvent présente à l'acmé des poussées articulaires. Elle est importante durant environ une semaine, puis disparaît au bout de 2 à 3 semaines au maximum. L'atteinte articulaire, elle est le plus souvent présente, dans pratiquement plus des 2/3 des cas. Dans le cas des plus classiques, c'est une polyarthrite migratrice, fugace. Elle touche essentiellement les grosses articulations. Elle commence du bas vers le haut. Je m'explique, elle va commencer par une cheville ou les 2 chevilles. Elle reste 2 à 3 jours et puis elle va migrer vers une autre articulation, le genou, etc. Et puis elle monte vers le haut. L'inflammation de l'articulation dure entre 2 jours, 2 à 3 jours, parfois
8 jours, parfois une semaine. Il peut y avoir un chevauchement entre les deux articulations, cheville-genou. Hein, lorsque la cheville commence à guérir, le genou va apparaître, etc. L'atteinte cardiaque, classiquement fréquente, très difficile à détecter dans les premières manifestations, mais il faut la rechercher. Dans le cœur, il y a 3 tuniques. Il y a l'endocarde, le péricarde et le myocarde. Et dans le rhumatisme articulaire aigu, les 3 tuniques peuvent être touchées. En général, elle survient dans les cas le plus typiques, 6 au 6e et au 15e jour. Elle est plutôt à bas bruit. La plainte est surtout fièvre, asthénie et articulation. Les patients ne viennent pas vous voir et vous disent « Ah, j'ai une cardite ». Il faut plutôt la rechercher. Alors, comment on la recherche? Il y a des examens complémentaires, on va en parler par la suite. L'atteinte cutanée, certains patients, il faut savoir qu'elle est rare, elle est typique, vous voyez ici au niveau de l'image, elle est indolore, non prurigineuse et surtout centrifuge avec un centre clair, moins de 5% des cas. L'atteinte neurologique, c'est la fameuse chorée de Sydenham. La chorée de Sydenham, c'est quoi? C'est des mouvements anormaux que décrit le patient, mouvements surtout des membres supérieurs et de la face, qui sont décrits par les patients et qui sont très présents le plus souvent chez les filles que chez les garçons. Et elle est très peu fréquente, moins de 5% des cas. L'atteinte neurologique est plus tardive, 2 à 6 mois. Donc, vous n'allez pas retrouver cette histoire d'angine. Elle épargne l'adulte, elle est très fréquente chez l'enfant. Elle touche presque jamais l'adulte, sauf parfois chez la femme enceinte. Il faut savoir que ces mouvements désordonnés involontaires disparaissent au repos et surtout au sommeil. Cette symptomatologie neurologique va disparaître au bout de quelques semaines sans aucune séquelle, contrairement à la cardite. Et on va voir pourquoi. Alors maintenant, les examens complémentaires. On a défini, on a expliqué la physiopathologie, on a donné quelques notions de clinique importantes, surtout pédiatriques, hein, ça touche essentiellement l'enfant. Maintenant, la biologie. Qu'est-ce que vous cherchez? À la biologie, il faut bien sûr faire un bilan biologique quasi complet, hein, rénal, hépatique, mais surtout rechercher un syndrome inflammatoire. La CRP, la formule, le phénomène, la vitesse de sédimentation. Il y a quelque chose que vous devez faire devant toute fièvre. Devant toute fièvre chez votre patient, jeune ou adulte, il faut éliminer une bactériémie ou une septicémie. Donc, il faut toujours faire une hémoculture devant toute fièvre. Donc, le bilan biologique comprend hémoculture plus la recherche de notre syndrome inflammatoire. Les examens complémentaires en rapport avec la cardite. Alors, on a dit bilan biologique. Maintenant, on va essayer de faire d'autres examens complémentaires. Les autres examens complémentaires, devant toute suspicion de RA, il faut rechercher une cardite. Je dois répondre, je suis désolé. Allô? Allô? Je suis en cours avec les externes, par visioconférence, je te rappelle. Allez, ça. Alors, je m'excuse. Hein. Donc, en cas de cardite, on recherche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rechercher des signes de péricardite et de myocardite, notamment un allongement de l'espace PR, qui va témoigner d'une atteinte myocardique. Je vous ai dit tout à l'heure que au niveau du cœur, les 3 tuniques peuvent être touchées.
le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Alors, le myocarde, c'est les patients vont faire des myocardites. Sur le plan clinique, la myocardite chez l'adulte, c'est surtout des douleurs thoraciques. Chez l'enfant, il va se plaigner, mais c'est très compliqué à faire la part des choses. Il faut la rechercher. Et le signe, entre guillemets, les éléments qu'il faut rechercher, c'est l'électrocardiogramme qui va nous montrer un espace PR allongé des BAV du premier et du deuxième degré. Il faut aussi rechercher une péricardite. La péricardite, c'est la radiographie du thorax, où on va éventuellement retrouver une cardiomégalie aux dépens du cœur. Mais l'examen clé qui doit être fait chez les enfants suspects de rhumatisme articulaire aigu, c'est l'échocardiographie. L'échocardiographie va apprécier les trois techniques, le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Sur le péricarde, elle va voir s'il y a un épanchement péricardique. Sur le myocarde, on va voir l'échogénicité du myocarde. Mais pour les myocardites, le meilleur examen est l'IRM cardiaque. Sur l'échographie, pour parler de myocardite, c'est très compliqué. Mais surtout, l'échocardiographie va nous apprécier l'endocarde et notamment l'endocarde des valves. Et là, on va voir est-ce que ces valves sont touchées ou pas par la réaction immunitaire. Donc, l'échocardiographie est un élément très important et doit être réalisé par un spécialiste. Maintenant, on va faire d'autres examens complémentaires. Les autres examens complémentaires, je crois qu'il y a une plaque qui a sauté. Vous avez un enfant qui a une arthralgie, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé, comme le raisonnement au niveau du sang, vous êtes obligé d'éliminer une arthrite bactérienne, une arthrite infectieuse. Donc, vous devez ponctionner, toute arthrite doit être ponctionnée. Et là, on va retrouver un liquide gencitrien aseptique, totalement aseptique. On va retrouver donc le liquide gencitrien qui est totalement aseptique. On doit faire aussi une radiographie des articulations. Et là, dans le rhumatisme articulaire aigu, il n'y a aucune lésion osseuse. Au niveau des examens complémentaires, donc je rappelle, examen biologique, examen articulaire, notamment la ponction, la radio, les examens cardiologiques, le CG, la radio du thorax et l'échocardiographie. Et enfin, on complète par les examens complémentaires. Il faut rechercher l'infection. Alors, le prélèvement de gorge n'est pas indiqué. On a tous du streptocoque bêta-hémolytique, bon, tous, une grande partie d'entre nous, on est porteur du streptocoque bêta-hémolytique. Donc, si on commence à chercher, on va le trouver un peu partout et ça ne signe pas l'infection à rhumatisme articulaire aigu. Par contre, ce qui va signer l'infection, c'est l'augmentation des anticorps anti-streptocoque, les fameux ASLO, qui vont augmenter. On a deux situations, soit les ASLO sont très élevés, soit nous avons une cinétique d'ASLO positive. Nous allons faire un premier bilan. Si elle est aux alentours de 200, ce n'est pas très clair. On fait 15 jours après un autre prélèvement. Et s'il y a une ascension des ASLO, ben là, on peut dire que notre patient a été en contact avec un streptocoque bêta-hémolytique du groupe. Alors, ça, c'est pour vous résumer un petit peu les examens. Un bilan biologique complet, incluant une hémoculture, des sérologies virales, ponction articulaire, prélèvement de gorge, si on veut, des hémocultures, radiographie articulaire et radiographie du thorax, ECG et échocardiographie doivent faire partie de tout bilan d'un rhumatisme articulaire aigu. Diagnostic. Les critères d'urgence ont été développés en 1944 comme une série de directives en vue d'aider les cliniciens à diagnostiquer le rhumatisme articulaire aigu. Vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de diagnostic de certitude. C'est un faisceau d'arguments. On ne peut pas dire que voilà, c'est un rhumatisme articulaire aigu. C'est un faisceau d'arguments et donc il y a eu des critères
qui ont été élaborés il y a de cela bien longtemps et ces critères ont été revus par l'OMS en 2003. Voici ces critères. Alors, il y a les critères majeurs, des critères mineurs et il y a la preuve d'une infection streptococcique avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Les critères majeurs sont la cardite, si on a, c'est un critère majeur. La polyarthrite, critère majeur. Chorée de sidéname, érythème marginé que je vous ai montré tout à l'heure. Les critères mineurs, c'est fièvre, arthralgie, antécédent de RA ou cardiopathie rhumatismale, syndrome inflammatoire biologique et un allongement du PR à l'ECG. Ça, c'est les critères mineurs. Les preuves d'une infection streptococcique sont l'élévation des aslos ou bien une scarlatine récente. Et donc, on peut poser le diagnostic de RA si on a deux critères majeurs, plus une preuve d'infection streptococcique, plus des aslos élevés, ou bien un critère majeur et deux mineurs, plus la preuve d'une infection streptococcique. Les traitements, le traitement essentiellement chez l'enfant, il est basé sur l'antibiothérapie selon le poids. Je vous ai mis ici toutes les doses, mais là, vous allez le voir en pédiatrie. Chez certains patients, chez certains enfants, il y a une corticothérapie qui est démarrée pour limiter un petit peu le système immunitaire, pour réduire le système immunitaire. Donc, la corticothérapie est parfois entamée dans les services de pédiatrie. Repos au lit, ça c'est primordial pendant au moins 3 semaines. Antibiotiques pendant 10 jours et donc dans certains cas, j'avais dit corticothérapie. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les prophylaxies. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre eux ont eu l'extensiline pendant des années et donc il faut, chez certains patients où on voit qu'il y a une atteinte cardiaque, une atteinte valvulaire, éviter impérativement les rechutes et donc il y a des injections d'extensiline toutes les 2 à 3 semaines pendant au moins 5 ans, en tout cas pendant au moins la puberté, et chez certains patients plus, et ça dépend essentiellement de l'atteinte cardiaque. Donc retenez que le rhumatisme articulaire aigu, c'est une vieille maladie, c'est une maladie qui est liée au streptocoque bêta-hémolytique. C'est une maladie auto-immune par immunité croisée. Malheureusement, des anticorps vont être dirigés contre les antigènes de certains organes, notamment le cœur. Et la gravité de cette maladie, c'est que surtout l'atteinte de l'endocarde et l'atteinte des valves qui vont continuer à évoluer pour leur propre compte et entraîner le développement de maladies valvulaires telles que le rétrécissement mitral, le rétrécissement aortique, l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique dans un moindre degré. Donc retenez tout cela et j'aurai fini le rhumatisme articulaire aigu. Je vais voir un petit peu s'il y a des questions. Il y a encore des étudiants en attente. Les étudiants en attente vont avoir l'enregistrement, je l'espère. Il y a encore des étudiants en attente. OK. Est-ce qu'il y a une atteinte valvulaire? Va rester à vie ou juste lors de la période de l'infection? Oui, l'atteinte valvulaire, malheureusement, va rester à vie. Maintenant, et c'est pour ça qu'il y aura une évolution de son propre compte. Si l'atteinte est minime et on évite les récidives, il n'y aura pas de développement de valvulopathie. Par contre, si l'atteinte est vraiment importante dans l'enfance, malheureusement, beaucoup d'enfants, cette valve qui bouge tout le temps va s'altérer. Il y aura une altération plus rapide des valves et donc il y aura développement de rétrécissement ou de fuite lié à l'atteinte initiale durant l'enfance. Donc malheureusement, oui, l'atteinte valvulaire va rester. Dans quel cas on ajoute le traitement à base d'anti-inflammatoires? Alors, là, c'est des éléments de pédiatrie. C'est en pédiatrie qu'on fait ça. C'est surtout lorsque la réaction
inflammatoire et importante avec des astralgies importantes, une fièvre persistante. C'est surtout dans ces cas-là que le traitement par corticoïde est entamé. En cas de maladie valvulaire chronique, rhumatismale, est-ce que le traitement prophylactique est indiqué, sachant que le sujet a plus de 20 ans? Oui, lorsque l'atteinte est importante, parfois, il faut aller plus que 20 ans dans le traitement prophylactique. Il y a certains patients qu'on voit jusqu'à l'âge de 30-40 ans qui sont toujours sous extensionnine et tout dépend de l'atteinte valvulaire. Tout ça, c'est pour éviter les récidives et éviter encore, surtout, le développement d'anticorps qui vont encore léser la valve. Alors, il n'y a plus de questions. Ben, écoutez, c'est un nouveau mode de partage qu'on a aujourd'hui. J'espère que nous allons vous revoir assez rapidement dans nos services. En tous les cas, après cette épidémie de Covid, nos services, mon service en particulier est ouvert. Si vous voulez revenir durant l'été, vous êtes les bienvenus. Il faut juste que vous passiez par le secrétariat, déposer pour qu'on puisse organiser vos venues. On peut même vous autoriser à faire des gardes. Vous avez à Nimsos une chambre de garde pour les externes qui est dédiée. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus après cette maladie Covid. Et pour ceux qui ont enregistré, n'oubliez pas de partager avec vos collègues. En médecine, il y a beaucoup d'égoïsme. J'espère qu'il faut essayer de partager le plus possible. Et je suis sûr que grâce à ce virus, ou en tous les cas, il faut partager avec vos collègues. Donc, ceux qui ont enregistré, n'hésitez pas à partager cette présentation et j'espère vous voir bientôt. Bon courage à tous et à très bientôt.